Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, attendez, hop, est-ce que moi j'ai mon micro? J'ai mon micro, j'ai pas encore la vidéo. Voilà, on y arrive. Hop, ça a l'air de fonctionner ce soir, c'est au top. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est ça. Oui, parfait, parfait, parfait. Donc, mon petit problème de Zoom a été résolu, donc ça c'est bien. Voilà. Alors, avant qu'on attaque sur comment ça s'appelle, sur les études un petit peu de cas, les analyses de cas dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai envoyé un mail là, juste avant de commencer, où il y a 2 cas qu'on va observer. Après, on pourra discuter d'autres cas si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y aura sur ce que je vous ai envoyé par mail, il y aura au moins ce qui était écrit au niveau je vais dire de l'énoncé du cas, de la présentation du cas. Comme ça, vous pourrez le retrouver si vous le souhaitez après. Donc voilà, donc avant de commencer, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, que ce soit au webinaire précédent ou celui encore d'avant ou sur d'autres choses? Moi, j'ai juste une première question. Je te vois dans le mauvais sens. Je me vois comme ça. Est-ce Ah, que mais c'est parce c'est... que. Ah, Alors, voilà. attends, c'est parce que je suis sur le côté, mais j'aurais pensé que Ok. l'image était comme ça. Tu as raison de me le faire remarquer. Peut-être que j'ai fait un truc sur les réglages qui fait que ça ne tourne pas. Tu as raison. Parfait. Oui. Très bien. Pas d'autres choses? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autre chose, on va commencer. Alors, donc, les cas que je vous présente sont des cas que j'ai vus, des personnes qui sont venues me voir. Donc là, je vous présente, donc, si vous avez dans vos mails le cas, vous pourrez l'avoir sous les yeux aussi. Donc, je vous le lis. Donc, c'est Madame M qui vient me voir pour des problèmes digestifs. Voilà, ça, c'est le motif de sa consultation. Elle m'explique qu'elle a des problèmes avec des reflux, des douleurs à cause de son ventre qui gonfle, qui appuie sur son estomac, sur son intestin plutôt du côté droit. Elle est constipée, son ventre qui est gonflé, ça a commencé plutôt en 1996, donc ça date déjà depuis un petit moment. Et ça a commencé à la suite de sa dernière grossesse. Donc en discutant avec elle, et je vois que même j'ai oublié des petits mots de temps en temps, mais c'est pas grave. En discutant avec elle, donc elle me donne des informations suivantes. Donc elle se sent fatiguée depuis longtemps, le matin, surtout au lever, et puis après le travail en fin de journée. Elle a des douleurs articulaires par poussée. Depuis 3 ans, son sommeil est très perturbé. Elle fait des réveils nocturnes qui sont fréquents et ça peut aller jusqu'à 20 fois par nuit. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Et que ces réveils sont particulièrement présents depuis sa ménopause et l'apparition de bouffées de chaleur. Voilà. Et puis après, il y a la partie sur l'alimentation, donc où elle m'explique que le matin, elle prend un café avec un yaourt et du gâteau. Elle travaille, je fais des fautes dans ce que j'écris, en restauration scolaire. Elle mange en décalé, généralement vers 11h et ou vers 13h30, 14h. Le midi, elle mange souvent les restes de la cantine, beaucoup de yaourts, de sucreries. Le soir, elle mange très souvent ce qui lui passe sous la main. Elle mange très vite et elle sent que les yaourts ne passent pas toujours bien. Donc voilà un petit peu la présentation de ce cas. Alors, par rapport aux informations que l'on peut avoir juste ici, on pourrait toujours approfondir, poser des questions complémentaires, mais juste avec ces informations assez brutes, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur son cas au niveau de son état d'énergie, de ses excréteurs, au niveau de l'évolution de sa situation sur ces derniers mois, ces dernières années? Alors, prenez le temps un peu de réfléchir. Je vous donne exprès, je ne vous ai pas envoyé le détail, le descriptif avant pour que vous puissiez justement faire une analyse sur le moment, justement de réfléchir sur le moment avec ce que vous pouvez avoir comme information. Est-ce qu'on peut connaître son âge et sa physionomie, enfin son poids, à peu près, quoi?
Si elle est... Et en surpoids, on va dire, elle a une quinzaine de kilos de trop, à peu près. Niveau de âge, elle a une cinquantaine d'années. Donc voilà, elle a eu 2 grossesses. Pas d'activité physique, j'imagine, ou très peu? Très peu parce qu'elle est fatiguée. Elle se lève assez tôt et elle fait son travail de restauration scolaire. Elle rentre et après, en effet, elle a assez peu de temps et d'énergie surtout pour en faire. Exactement. Et est-ce qu'elle est plutôt neuroarthritique ou sensino-pléthorique? Elle Est-ce que c'est un point important pour toi? Enfin, est-ce que... un point important, ça peut être un point important. Là, dans ce cas-là, pour moi, ça ne l'est pas spécifiquement parce qu'il y a tellement de choses qui ressortent que c'est pas nécessaire de rentrer là-dessus. Mais on peut en effet creuser là-dessus. Elle est plutôt neuroarthritique. Voilà. Donc, vous l'avez dit la dernière fois, moi, c'est vrai que j'ai des repères qui me sont propres. Après, c'est à vous d'avoir vos repères pour envisager une situation, pour alterner, bien évidemment. En Mais fait, moi, quand je regarde toutes les habitudes alimentaires, de la façon elle mange, il y a déjà des choses qui reflètent, par exemple les produits laitiers, beaucoup de céréales. La nourriture de cantine, c'est souvent industrialisé, c'est des boîtes. Donc, en fait, je vois que déjà, il y a pas mal elle risque d'être pas mal intoxiquée à tout cause à de fait. ça. Donc, moi, c'est vrai que je me pencherais sur la nourriture pour commencer. Et je pense qu'en effet, par rapport à ce que l'on peut observer, on a déjà un axe qui est très intéressant parce que on voit qu'il y a quand même assez peu de fruits, de légumes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a assez peu proportionnellement au reste. Que l'alimentation qu'il y a de bonne qualité, beaucoup de céréales, beaucoup de produits laitiers. Donc en effet, on a des choses qui sont lourdes à digérer, qui sont encrassantes pour l'organisme. Donc déjà, ça donne des pistes sur le fait que neuroarthritique, pas neuroarthritique, surpoids, pas surpoids, on voit de toute façon qu'il y a déjà des choses intéressantes à envisager sur le plan alimentaire, tellement elle est, tellement l'alimentation et l'organisation est médiocre, on va dire, sur ce cas-là. Exactement. Oui, il y a un manque de vitamines, d'apport de vitamines et de minéraux Peut-être aussi. rajouter. Alors oui, vitamines, minéraux, tout à fait, ça ce sera intéressant. Après, c'est qui a pris la parole? Moi, Claire. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a parlé en même temps? Parce que toi, je t'ai entendu. Tu as parlé des vitamines et des minéraux. Oui. Il y a peut-être aussi une partie assez prononcée au niveau du stress. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas de temps pour elle. En fait, elle s'alimente beaucoup de nourriture, mais pas assez de nourriture alimentaire et pas beaucoup de nourriture spirituelle. On sent que c'est peut-être quelqu'un qui est dépassé un petit peu par sa vie. Elle finit par plus vraiment avoir contrôle dessus. Il y a cet aspect-là, en effet. C'est quelqu'un, juste avec les informations qu'on peut avoir là sur ce que je vous ai présenté, quelqu'un qui court beaucoup, en effet. Elle mange des choses qui sont très simples, très faciles, qui sont sous sa main de manière sans avoir à les préparer le plus souvent. Donc, en effet, on peut vraiment imaginer cet aspect-là, qu'elle est souvent un peu dépassée par le rythme de sa vie, qu'elle n'arrive pas forcément à reposer les choses pour se réinstaller dans quelque chose de plus sain, de plus posé. Donc, que ce soit au niveau physique à proprement parler, si on parle d'aliments qui sont moins riches, mais plus nourrissants ou plus nutritifs, on va dire, à proprement parler pour le corps, mais également, en effet, ce côté spirituel, ce côté d'activité physique, de faire des activités qui la nourrissent, en tout cas, autrement aussi que l'alimentation. Donc ça, c'est une très bonne réflexion. Moi, de ce que je vois déjà, de ce qui est mis, en tout cas, il y a quand même beaucoup d'acidité qui ressort, peut-être certainement dû au reflux qu'elle peut avoir. Et puis à ce qu'elle mange, si c'est si elle grignote des sucreries, des yaourts, voilà, ça peut générer quand même des acidités, quoi. Tout à fait.
Alors, on a en effet l'alimentation qui est source d'acidité. On pourra parler bien sûr de son rythme de vie qui peut être source d'acidité. Et ce qui est très intéressant, là, on commence à mettre le doigt sur des choses intéressantes par rapport à son profil, cette notion en effet de reflux qu'on commence à avoir. Les reflux, ils ne vont pas arriver par hasard. Donc, les reflux, soit en effet, on a des digestions qui sont problématiques, déjà au niveau de l'estomac, parce que, je ne sais pas, on fait de l'activité physique, on est très stressé pendant qu'on mange, on ne mastique pas, on mange dans la précipitation en permanence, et en effet, on peut avoir plus de sources de reflux à ce moment-là. La mauvaise digestion avec le sucré en fin de repas, ça peut aussi être une source d'inconfort et de remontée d'acidité, de reflux. Donc ça, on a cet aspect-là. Les reflux, après, on peut aussi discuter de à quel moment est-ce qu'ils arrivent. Est-ce que ce sont des reflux qui sont juste là au moment du repas? Est-ce que la personne est incommodée même à distance du repas? Vous avez plein de gens qui vont vous dire, oui, mais moi j'ai une hernie hiatale, par exemple. Ok, très bien, on a une hernie hiatale. Mais une personne qui a une hernie hiatale n'a pas obligatoirement des reflux, des douleurs, de l'inconfort d'une manière majeure. Donc, on peut aussi réfléchir au fait que il y a soit du stress qui fait que tout est comprimé, bien évidemment, donc ça peut favoriser les reflux, mais on peut avoir aussi ce qu'on va appeler les organes relais, les relais d'excrétion. Est-ce que les relais d'excrétion sont des choses qui vous parlent ou qu'il faut que je précise? Alors, le micro. Les relais d'excrétion, la peau et tout ça, non? Les relais d'excrétion, ce sont essentiellement… Alors, toute crise d'élimination peut être l'objet d'un relais d'excrétion. À un moment donné, le corps va mettre massivement d'énergie à un endroit pour faire sortir le surplus de toxines. Mais dans le quotidien, on peut avoir des relais d'excrétion et ces relais, principalement, vont apparaître sur deux zones qui sont les muqueuses et la peau. Donc la peau, ça peut être la transpiration odorante, abondante, ça peut être des démangeaisons, une peau, on va dire, irritable, sensible aux allergies, hein, ce genre de choses. Ça peut être de l'eczéma, du psoriasis, des choses de ce genre, même de l'acné. Ce sont des relais d'expression au niveau cutané. Au niveau des muqueuses, on peut aussi avoir ce phénomène-là qui va principalement apparaître à trois endroits: ORL, donc ça peut être otite, sinusite, le nez qui coule, la gorge, etc. Donc toute la sphère ORL. La sphère des bronches, qui produit aussi beaucoup de mucus, qui fait qu'on tousse le matin, que ça doit sortir quand on se réveille, par exemple, parce que ça travaille beaucoup la nuit. Et pour les femmes, la sphère gynécologique. La sphère digestive est aussi une sphère qui peut être une sphère relais, qui est une sphère relais parce que ce n'est pas son rôle prioritaire, c'est-à-dire que l'estomac peut travailler en excrétion, l'estomac possède des glandes à mucus, peut travailler en excrétion, ce n'est pas son rôle numéro un. Donc ça peut être aussi une sphère relais, ce n'est pas la sphère qui intervient en premier. Généralement, quand on a le système digestif qui intervient en relais d'excrétion, c'est déjà que les autres sphères relais ont été sollicitées et que soit elles ont été bloquées par des médicaments, soit que le corps fatigue et change de zone pour qu'une zone qui ait plus de force, plus d'énergie puisse prendre justement le relais. Donc là, les reflux, peut-être qu'ils sont dus à un relais d'excrétion. En tout cas, vu le profil, on n'en est pas sûr à 100%, mais vu le profil, il pourrait tout à fait y avoir un lien entre les reflux et un relais d'excrétion. Autre exemple, là, je sors de ce cas qui peut vous indiquer, par exemple, que l'estomac est un relais d'excrétion, une personne qui a de l'acidité, à qui on donne de l'acidité au niveau de l'estomac, hein, j'entends, à qui on donne des inhibiteurs de pompe à protons, des antiacides. La personne qui n'a pas d'efficacité ou très peu d'efficacité avec ces médicaments signifie que ce n'est pas les glandes qui sécrètent de l'acide chlorhydrique qui posent problème, mais les glandes à mucus qui sécrètent de l'acidité et qui ont un état d'inflammation sur l'estomac. Là, vous êtes quasiment sûr, si vous avez une personne qui a déjà testé des IPP, que ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la production d'acide de l'estomac, mais c'est la sécrétion acide liée aux glandes à mucus, donc ce relais d'excrétion qui est en place, par exemple. Donc le reflux, on peut suspecter, même si on n'est pas sûr à 100%, qu'il est lié à un relais d'excrétion. Raphaël ? Oui. Je voulais rajouter aussi, parce que c'est ce qui m'est venu en lisant le cas,
Il y a marqué qu'elle a des douleurs articulaires par poussée. Il me semble que ça, quand il y a une toxine assez forte dans le corps, il y a un mécanisme de stockage qui se met en place et les problèmes articulaires sont aussi liés à ça. Les poussées inflammatoires, il peut y avoir deux manières de les appréhender. Soit en effet, c'est calqué sur l'alimentation, et là, on peut suspecter une situation de sensibilité, d'intolérance. Par exemple, dans ce qu'elle nous explique, les yaourts ne passent pas très bien. Donc, elle en consomme beaucoup. Les yaourts classiques au lait animal ne passent pas très bien. On peut suspecter qu'il y a des problématiques au niveau de l'intestin, qu'il y a une surcharge à ce niveau-là qui forcément crée un encrassement prématuré, un encrassement excessif. Et en effet, il y a du stockage qui se fait au niveau articulaire. Et ça peut être vraiment rythmé par l'alimentation, puisqu'elle consomme beaucoup de yaourts. Donc, on peut avoir des phases inflammatoires qui sont rythmées par la digestion et par l'alimentation. Et puis après, on peut avoir des phases inflammatoires parce que le corps est en surcharge à cause de cette situation. Et pour essayer de remettre en circulation les choses et que ça sorte, on va avoir une poussée inflammatoire. Mais dans un cas comme dans l'autre, en effet, il y a un phénomène de stockage qui se fait pour préserver les organes les plus importants. Donc là, c'est un élément très important que tu as observé, c'est qu'il y a ce phénomène de stockage. Donc il y a vraisemblablement une saturation au niveau des excréteurs. Les émonctoires sont saturés. Et pour préserver l'organisme, pour éviter qu'il y ait trop d'accumulation dans les tissus, dans les cellules qui sont importantes, puisque le but, c'est quand même de préserver le fonctionnement cellulaire, on va stocker là où on peut. Donc le stockage au niveau articulaire. Je vous l'ai dit sur une question qui m'a été posée, cette personne a un problème quand même de surpoids. Donc, il y a un stockage qui va se faire probablement aussi au niveau du ventre. C'est ce qui est le plus fréquent. Donc ça, ce sont deux éléments qui montrent en effet cet état de surcharge et cette nécessité pour le corps de mettre les toxiques à certains endroits pour éviter que ça circule, pour éviter que ça encombre trop l'organisme et le fonctionnement des cellules d'une manière générale. OK. Après, elle nous parle de douleur. Douleur au niveau de son ventre. Donc, le ventre gonfle et qui appuie donc plutôt sur l'estomac, sur le côté droit de l'intestin. Alors, est-ce que les douleurs sont uniquement dues au ventre qui sont ressenties? Peut-être que les douleurs sont aussi liées un peu à cet état de détérioration de l'intestin qui vont être accompagnées de ce ventre qui gonfle, mais qui vont être liées à cette stimulation, cette irritation que l'on va observer avec les mauvaises digestions qui peuvent être récurrentes. Et si le ventre gonfle, c'est qu'il y a des choses qui sont mal digérées, qui vont bien sûr, par pression mécanique, créer des tensions, mais qui vont aussi, ces gaz et ces substances mal digérées, faire une irritation localement sur l'intestin. Donc, on peut envisager que l'intestin est en effet déjà bien fragilisé par rapport à ce qu'elle nous explique ici. C'est lié aussi avec la constipation, puisque tu as dit qu'elle était constipée aussi. Exactement. La constipation, là, ça va nous donner une information, mais en effet, ça va avec. Mais ça nous donne une information que son corps est fatigué et en état de surmenage, que son corps est fatigué et qu'il n'a plus à gérer ce qui est dans l'intestin, à gérer le transit pour que ce soit évacué. Il économise de l'énergie. On voit qu'elle est fatiguée, mais on voit aussi que le transit ne se fait pas à un rythme, on va dire, satisfaisant. Et ça indique souvent un état de fatigue. Le stress aussi, que vous étiez plusieurs à évoquer, va aussi amplifier cette constipation. Il y aura aussi cet axe-là à travailler peut-être pour débloquer un peu. Il faudra le travailler. Est-ce qu'il sera pertinent de le travailler tout de suite ou pas? Vu l'ampleur de ce qu'on peut faire sur l'alimentation, ça peut être un deuxième axe de travail parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur l'alimentation et vraisemblablement, on aura un levier d'action qui sera assez conséquent au niveau alimentaire. Donc, c'est vrai qu'on peut commencer sur cet aspect-là et on peut commencer à lui donner des pistes tout de suite sur le stress ou sur la manière de réguler un petit peu cet état énergétique par la régulation du stress, la gestion de son quotidien. Même si elle ne met pas forcément tout ça en place, ça lui donne des petites pistes pour qu'elle puisse approfondir petit à petit. Je pense que ce n'est pas forcément la priorité des priorités, mais ça va avec parce que ça conditionne aussi peut-être ses comportements alimentaires. Ça, c'est approfondir. Mais le stress, en effet, ça va amplifier, ça va s'ajouter au reste. Alors, chose qui est très intéressante dans ce qu'elle nous dit ici, c'est que son ventre qui est gonflé, ça a commencé en 1996 après sa dernière grossesse. Alors ça, c'est un élément qui est très, très important parce que c'est un élément qui montre une rupture. C'est-à-dire qu'à la grossesse, ça allait. Le corps arrivait à gérer, le corps arrivait à
on va dire, compenser les états de surcharge. Et après la grossesse, elle n'y arrivait plus. Son corps n'arrivait plus à faire cette gestion. Donc, bien sûr, une grossesse, c'est fatigant parce que ça pompe de l'énergie, il faut créer un nouvel organisme. Nutritionnellement, une grossesse, c'est éprouvant parce que si on n'a pas les micronutriments nécessaires, le corps va puiser dans ses réserves pour nourrir le bébé, la création du bébé. Donc, forcément, ça va créer des carences, un déficit qui va s'installer. Et puis, après la grossesse, à la fin de la grossesse, il y a l'accouchement. Dans quelles conditions est-ce qu'il s'est passé? Parce que c'est vrai que ça a pu être aussi un événement qui a pu la marquer, physiquement et même moralement. On revient sur cet état de stress aussi évoqué. Peut-être qu'il y a eu quelque chose sur le plan émotionnel qui a été lourd à supporter, qui l'a mis dans le rouge. Et puis, la grossesse, c'est aussi la suite de la grossesse avec les nuits difficiles, etc. pour le début. Donc, tout ça, c'est une situation qui lui a pompé probablement beaucoup d'énergie et qui fait que là, on identifie déjà qu'il y a eu une rupture. Il y en a peut-être eu d'autres, mais à ce moment-là, il y a eu une rupture entre l'avant et l'après-grossesse où avant, elle arrivait à peu près à fonctionner. Et depuis 96, on voit qu'elle a des soucis au niveau du ventre, des soucis digestifs. Donc, le fait qu'il y ait eu une rupture, ça montre qu'il y a eu un état de surcharge qui était vraiment trop important pour que son corps arrive à compenser et que depuis, elle n'en s'est pas remis. Donc, c'est ça que ça indique. Il y a eu cette rupture et depuis 25 ans, elle n'a pas réussi à s'en remettre. Elle a pu peut-être récupérer un petit peu, mais globalement, elle n'a pas réussi à s'en remettre puisqu'elle a ce ventre qui gonfle, qui est gênant depuis cette époque-là. Ça veut dire que depuis 25 ans, elle a le ventre qui gonfle parce qu'il y a des mauvaises digestions, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctement traitées au niveau de son système digestif. Et derrière, donc, des choses qui peuvent créer de l'inflammation, des choses qui peuvent créer de la surcharge au niveau des toxines. Et puis surtout, comme ça se digère mal, ce sont des choses qui vont pomper de l'énergie, encore une fois. Donc, on va créer un état d'énervation qui va continuer à s'aggraver petit à petit. Donc ça, c'est important parce que le fait de savoir que ça ne date pas d'hier, que ça fait quand même 25 ans, ça veut dire qu'il y a une antériorité qui montre que le corps est très fatigué. Après, elle nous donne comme information intéressante, elle se sent fatiguée depuis longtemps. Donc ça va corroborer un petit peu ce qu'on a eu comme information avec le fait que ça vient déjà depuis la grossesse, etc. Donc cet état d'énervation s'est installé depuis un petit moment. Mais surtout, que cette fatigue, elle va la ressentir le matin au lever, après le travail. C'est-à-dire qu'on voit que le cycle énergétique de la journée, il est vraiment très marqué. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit coup de barre qu'on a un moment dans la journée, c'est que le matin au lever, c'est difficile. Et c'est difficile parce qu'en fait, son organisme se trouve déjà en inversion énergétique la nuit. Le corps passe en inversion énergétique la nuit parce que déjà, il manque d'énergie et qu'il y a un travail important à faire. Elle est en dette d'énergie, elle est en surcharge de toxines de manière importante. Et là, le corps doit faire ce travail très soutenu la nuit qui l'amène à être en inversion énergétique et donc à se sentir fatigué le matin et à avoir cette inertie de mise en route le matin qui généralement va se calmer soit avec les activités, soit avec la prise alimentaire, ou les deux. Et puis après le travail, soit elle est déjà fatiguée, là on n'a pas la précision, mais soit elle est fatiguée déjà pendant son travail dans la journée, soit pendant qu'elle travaille, elle arrive à peu près à se sentir dans un état pas trop mal, mais dès qu'elle relâche la pression, dès qu'elle relâche le rythme imposé par le travail, le corps rebascule rapidement en état d'inversion énergétique et donc le corps, dès qu'on lâche en fait la pression, dès qu'on enlève les entraves, il se remet tout de suite à repartir dans ce travail interne. Après, dans ce qu'on peut voir, donc, les douleurs articulaires, on en a parlé avec les phases de poussée, avec le stockage. Et puis surtout, après, il y a ce point important au niveau du sommeil. Alors, donc, le sommeil, elle nous dit que depuis 3 ans, son sommeil est très perturbé. Donc ça, déjà, ça nous donne un indice que la récupération est compliquée, qu'elle n'est pas dans les meilleures dispositions pour arriver à inverser la tendance. Et puis surtout, là, on met le doigt après sur quelque chose qui est quand même très problématique, c'est qu'elle nous dit que ça peut arriver jusqu'à une vingtaine de fois par nuit. Alors, est-ce que 20 fois, c'est exagéré ou pas? Ça, c'est sa parole. Hein. Mais en tout cas, que ce soit 20 fois, 10 fois, 12 fois, ça veut dire qu'en fait, elle dort quasiment pas. Son sommeil est haché d'une manière extrême. Au mieux, elle fait des séquences de 20 minutes de repos, quoi.
Donc ça, c'est très problématique parce que ça veut dire qu'elle ne récupère pas ou très peu la nuit et que, hormonalement parlant, ça va continuer à créer cet état de déséquilibre qui l'amène à être de moins en moins bien. Est-ce que, pardon. Vas-y. Est-ce que ça peut être lié à des apnées du sommeil? Ça, il faudrait éventuellement creuser parce que comme il y a un surpoids, en effet, il pourrait y avoir des apnées du sommeil. Comme le repas du soir est un repas qui peut être assez riche, assez lourd, parce qu'elle mange un peu ce qui lui passe sous la main, donc ça pourrait être des produits laitiers, ça pourrait être du jambon, ça pourrait être du pain, c'est ce qui est simple et facile. Donc ce sont des aliments qui sont lourds à digérer, ce sont des choses qui demandent de l'oxygène et un travail digestif conséquent. Donc en effet, entre le surpoids et la digestion, il pourrait y avoir un lien avec des apnées du sommeil. Donc ça peut être à creuser, ça peut être une piste à explorer en lui disant qu'elle pourrait peut-être faire un test pour vérifier où elle en est à ce niveau-là. Ça, c'est en effet pertinent. Après, il y a une autre chose, par contre, qui est importante, c'est qu'elle nous explique quand même que ces réveils nocturnes sont particulièrement présents depuis la phase de ménopause, qui est récente, et l'apparition des bouffées de chaleur. Donc, probablement, l'apnée du sommeil, peut-être qu'elle a un rôle, mais il y a quand même ces bouffées de chaleur qui la perturbent, ce relais d'excrétion de la peau qui affecte son sommeil, qui fait qu'elle va être gênée, un coup elle va avoir chaud, un coup elle va avoir froid, un coup elle va être trempée parce qu'elle a eu une forte sudation. Et donc ça va aussi expliquer qu'elle a un sommeil très chaotique. Donc les bouffées de chaleur, elle l'explique très clairement. Maintenant, peut-être qu'en plus, s'il y a de l'apnée du sommeil, ça en rajoute une couche parce que son sommeil est déjà très haché, donc ça peut en effet le perturber un peu plus. Est-ce que par rapport à cette appréhension de ce cas, déjà au niveau de la symptomatique, est-ce que vous avez des réflexions, des questions particulières? Alors moi, oui. En fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est vers quelle heure elle commence à se réveiller. Peut-être pour savoir quel organe, en fait, peut être le plus affecté au moment de son travail. Et puis un autre sujet, ce serait au niveau de sa flore. Au niveau de sa flore intestinale, parce qu'à mon avis, elle doit être bien perturbée, là. Et du coup, l'assimilation des minéraux et tout ça est altérée, à mon avis. Ça, c'est un élément important, c'est que son intestin est fragilisé, sa flore est probablement très, très détériorée. Et derrière, la problématique d'assimilation, la problématique même de confort digestif peut être fortement entravée parce que plus la flore bouge, plus des aliments qui normalement devraient passer peuvent aussi fermenter. Donc là, en l'état actuel des choses, on ne sait pas si sa flore est extrêmement perturbée ou seulement bien détériorée. Parce que si elle est bien détériorée, les combinaisons alimentaires vont permettre d'avoir un confort déjà qui va s'améliorer de manière très très forte. Si sa flore est extrêmement perturbée, on va voir que des aliments glucidiques qui pourraient passer en mangeant de la pomme de terre, en mangeant du riz, en mangeant des fruits, peut-être que ça va aussi occasionner quand même le ventre qui gonfle. Et là, on ne pourra pas le savoir, sauf si on fait le test, donc avec les combinaisons alimentaires. Donc c'est là ce qu'on va pouvoir mettre en place et voir le retour que cette personne nous fait. Mais on peut aussi, par rapport à la flore intestinale, faire des tests, des analyses pour savoir où en est sa flore intestinale. Et en effet, si on est vraiment sur une fermentation accrue, sur des putréfactions, etc. Donc ça, c'est toujours possible si on veut avoir un visuel diagnostic, entre guillemets, plus précis. Et quel type de test peut être fait pour connaître l'état de la flore intestinale? Alors, il y a des tests, les gaz qui sont expulsés, les gaz que l'on peut avoir, ça, ce sont des choses qui peuvent donner des indices. Si on a plus de méthane, par exemple, on va savoir que c'est certains types de bactéries. Plus d'indole, on va avoir certaines autres bactéries. Donc, il y a des tests comme ça. Et puis après, sinon, il y a des tests de cartographie de la flore. Il y a un site internet, une entreprise française qui fait ça. Je crois qu'elle s'appelle Luxia. Je ne sais plus si c'est Luxia scientifique ou un truc comme ça, je crois. Et ils proposent donc de faire un test de typage de la flore. Donc, on fait une récolte de sel. On leur renvoie à leur laboratoire. Ils font le typage de la flore et ils renvoient la cartographie. Et ça permet
de savoir sur quel type de flore on devrait être au niveau de la flore commensale, de la flore normale, parce qu'il y a plusieurs profils de flore normale, et puis de voir l'état actuel de la flore, c'est-à-dire la biodiversité, de voir s'il y a des espèces de bactéries qui sont très très faiblement présentes, voire qui ont disparu, et donc d'autres, bien sûr, qui ont proliféré à la place. C'est bien Luxia scientifique, je viens de regarder. Donc ça, on peut toujours le faire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça peut des fois aider si on veut accompagner la personne par rapport à certains types de compléments alimentaires, parce qu'avec une cartographie comme celle-ci, on sait déjà qu'il y a certains compléments alimentaires qui seront plus adaptés que d'autres, puisqu'il y a certaines souches qui seront présentes dans certains compléments, pas dans d'autres. Donc, ça peut toujours être une aide complémentaire. Là, moi, je dirais qu'avant de partir sur une cartographie, on peut déjà commencer à travailler sur des changements alimentaires, vu l'état de l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et de voir comment son corps réagit. Et en fonction des réactions du corps, on pourra après, en effet, affiner pour aller plus loin, aller peut-être vers ce test. On peut lui en parler tout de suite, mais je pense qu'il n'est pas indispensable de le faire immédiatement, vu l'état de l'alimentation actuelle. Pour J'ai tout, peut-être une question. Ah pardon, vas-y Hélène, je t'en prie. en fait, pour tout ce qui est microbiote, etc., parce que moi, je sais qu'on m'avait déjà fait essayer tout ce qui est probiotique, ça passe pas du tout. Je pense que c'est des trucs qui sont assez sensibles, tout ce qui est microbiote. De toute façon, moi, j'explique souvent, pour avoir une bonne compréhension, c'est que la flore intestinale, c'est en gros notre capacité adaptative. C'est pas évidemment, mais c'est notre amortisseur. La flore intestinale, c'est ce qui va jouer le rôle d'amortisseur. Si elle fonctionne bien, on va pouvoir mettre un probiotique, on va pouvoir changer d'alimentation totalement, on sera un peu brassé, mais passe. Par contre, si en effet la flore commence à s'arrêter ou à être fortement déséquilibrée, l'amortisseur est beaucoup moins important. Donc, au lieu qu'il y ait un choc, ça fasse ça et puis comme ça, mais très légèrement, là, tout de suite, on prend des grands coups. Donc là, plus la flore est perturbée, en effet, plus c'est délicat. Et on voit des personnes comme toi qui ne peuvent pas supporter les probiotiques, mais je vois des personnes, même les probiotiques contenus dans de la coupe, les produits lactofermentés, ne passent pas. C'est ça, ouais. C'est des situations qui sont assez extrêmes, mais en effet, quand on va vers un déséquilibre, surtout de fermentation, parce que souvent les probiotiques qu'on trouve sont des probiotiques de fermentation, des bactéries de fermentation, parce que les bactéries plus anaérobies, plus profondes, elles sont très difficiles à cultiver et donc à avoir dans des compléments alimentaires. Donc, il faudrait plutôt des greffes de matière fécale. Oui, tu peux les prendre des feuilles là. Et donc voilà, donc c'est cette flore plutôt plus profonde, anaérobie, qu'on a du mal à développer, à cultiver, parce que les bactéries sont très sensibles, beaucoup plus que les bactéries lactiques qui, elles, vivent avec l'oxygène. Et le point à voir, c'est que hormis les greffes de matière fécale, aujourd'hui, on a très peu d'outils pour agir sur cette flore en profondeur. Et on sait, quand on regarde des études scientifiques, c'est que ce sont certaines de ces bactéries qui sont en profondeur qui maintiennent en fait cette cohésion, cet équilibre. Et quand elles baissent, il va falloir le temps pour que ça revienne. Et des fois, c'est des mois, des années. Et c'est vrai que quand il y a un gros déséquilibre au niveau de la flore, je dis, souvent, c'est compter au moins 8-12 pour envisager que ça se stabilise un petit peu. Parce que sinon, dès qu'on met quelque chose, tout de suite, ça explose, ça donne cette sensation un peu d'exploser dans le ventre. C'est tellement sensible, ça ne passe pas. C'est pour ça que j'ai remarqué que ça marchait mieux avec l'alimentation. Et c'est vrai que dans un cas de figure comme cette dame, j'aurais tendance à plutôt modifier l'alimentation que d'attaquer direct sur des probiotiques. Parce que c'est vrai que les intestins, c'est vraiment quelque chose de très sensible, surtout dans ces cas de figure. Donc, ce ne serait pas la première chose que j'attaquerais, en fait. Je pense aussi que c'est tout à fait pertinent d'envisager une première approche déjà sur l'alimentation pour voir comment ça réagit. Ça peut être l'alimentation, partir sur les combinaisons alimentaires. Maintenant, vu que tous les repas sont relativement problématiques, on n'est pas obligé d'avoir des combinaisons parfaites sur chaque repas. On peut déjà commencer à mettre 1-2 repas avec des combinaisons alimentaires plus favorables, déjà pour commencer à calmer un petit peu le jeu, pas trop brutaliser pour éviter qu'elle parte trop en inversion énergétique, puisqu'on voit déjà qu'il y a des réponses de son corps. Si on allège trop, tout de suite, on va basculer en inversion énergétique.
elle se sent déjà fatiguée. Donc, le but, c'est de l'amener à faire cette inversion en douceur, que le corps trouve après son rythme de croisière, une fois qu'il a commencé à faire le gros de son travail. Et puis, petit à petit, quand on voit que ça s'est stabilisé, là, on commence à aller plus loin, toujours sur les combinaisons alimentaires ou sur des cures. Alors, des cures, si on ne veut pas partir sur des choses trop poussées, ça peut être on saute un repas, jeûne intermittent. On met un repas où on va consommer 1 verre ou 2 verres de jus pour remplacer un repas. Ça peut être un repas qu'on va faire en format monodiète. Voilà, on peut aller sur ce genre de choses, ou un repas où on va manger de la salade et de la pomme de terre ou de la patate douce. Un repas beaucoup plus simple. Voilà, d'aller vraiment sur des choses graduellement comme ça pour voir comment elle réagit. Est-ce qu'il y a des symptômes qui apparaissent rapidement ou globalement, est-ce que ça se passe assez bien, que le corps gère et donc on peut aller plus loin. Donc là, dans un cas comme celui-ci où en effet on voit ce surmenage très très marqué, où là il faudra y aller avec une grande prudence. Et comme vous l'avez compris, on ne pourra pas envisager un jeûne rapidement avec cette personne. Ce n'est pas possible. Voilà. Sinon, elle va être au fond du trou, elle ne va plus pouvoir bouger pendant 15 jours dans son lit. Donc là, on va y aller progressivement et en fonction des réponses de son corps, en effet, on pourra aller plus loin. Bien sûr, on peut travailler sur le stress, comme vous l'avez évoqué. On peut remettre en place un peu d'activité physique très douce, parce qu'en effet, l'activité physique va aussi stimuler un peu le métabolisme, la récupération. Ça, c'est important. Mais pour moi, la chose capitale dans sa situation aujourd'hui, bien sûr, d'améliorer l'état de son ventre. Donc là, c'est les combinaisons alimentaires. Mais s'il y a une chose qui est primordiale, je trouve, ce serait d'arriver à la faire sortir de ces problématiques de réveil nocturne à répétition. Parce que si on sort de là, ça veut dire qu'elle va commencer à avoir à nouveau une récupération. Et comme à côté, on met les choses en place pour qu'il y ait moins d'encrassement, moins d'énergie dépensée, au niveau de la digestion, au niveau métabolique, au niveau de tout ce qui est la conséquence d'une mauvaise digestion, si la récupération arrive à se remettre en place, derrière, on va commencer à avoir quelque chose qui se crée dans le bon sens et on va commencer à cheminer plus facilement dans la bonne direction. Donc, voilà un petit peu, moi, comment je verrais ce cas et ce que l'on pourrait envisager. Donc, moi, alors attendez que je retrouve. Voilà. Donc, je vais vous dire simplement les quelques conseils, une petite synthèse rapide des conseils que je lui ai mis en avant. Donc, les combinaisons alimentaires, à faire attention, avec le matin plutôt, si possible, des fruits, parce qu'elle n'a pas très faim le matin, elle mange plus machinalement, mais elle n'a pas très faim. Donc, de mettre plutôt des fruits, éventuellement un yaourt si elle le souhaite, puisqu'elle est très branchée yaourt, elle ne va peut-être pas tout lui supprimer d'un coup. Donc, yaourt si elle le souhaite. Je lui ai quand même conseillé de faire attention au yaourt, surtout au lait de vache, parce que visiblement, c'est ceux auxquels elle est le plus sensible. Donc, d'aller soit vers de la brebis, soit pourquoi pas un yaourt coco ou en tout cas végétal. Le midi, moi, je lui avais conseillé de mettre plutôt des protéines avec des légumes pour essayer de faire un repas qui est plus un vrai repas, plus que du grignotage, plus que des choses avec des sucreries, encore des yaourts à répétition. Si elle peut mettre un peu de fruits en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, ça peut toujours lui faire du bien parce qu'aujourd'hui, elle ne mange pas forcément dans l'après-midi, mais elle a ce coup de fatigue qui la met un peu mal. Donc là, c'est un moyen de ramener des fruits d'une part, et d'autre part, ça va lui donner un petit coup de stimulation, mais qui est léger, qui reste léger parce que le fruit, ce n'est pas très stimulant. Donc ça peut être intéressant. Et le soir, je lui ai proposé plutôt de faire des féculents avec des légumes, éventuellement, donc bien sûr, de mettre un peu de graisse, avocat, huile, des choses comme ça. Donc, ça peut toujours se discuter entre le midi et le soir. Pourquoi les protéines le midi plutôt que le soir? Là, dans le contexte, je lui ai proposé ça plutôt des protéines le midi parce que dans l'organisation de sa journée, c'était plus facile d'avoir des protéines le midi que des protéines le soir. Donc là, on va essayer de se calquer un petit peu sur le rythme de la personne et poser ça dans cette organisation. Oui. Non, Raphaël, est-ce que tu n'as pas peur le fait… Oui. Vas-y. Tu m'entends? Je t'entends, c'est bon. Le fait de lui mettre des féculents le soir, est-ce que tu n'as pas peur que justement la digestion soit encore plus longue et qu'on peine à la faire sortir un petit peu de ces réveils nocturnes, que ça encombre un peu C'est une possibilité. Moi, d'une manière générale, la trame que j'utilise sur le repas du soir et du midi, c'est plutôt de mettre des féculents le midi,
parce qu'on va plus utiliser les glucides le midi, que la capacité digestive est plus forte et que le soir, on va plus vers un aliment qui peut être protéiné parce qu'il y a moins ce travail avec ces glucides et tout ça. Mais après, c'est à essayer d'adapter avec la personne. Donc là, je lui ai proposé ça pour essayer de me caler un peu plus sur son rythme et de voir après le retour qu'elle peut me faire sur comment elle s'est sentie. Bien sûr, si elle me dit que le soir, c'est compliqué, qu'elle a toujours le ventre qui tiraille pendant la nuit et tout ça, bah oui, là, on va retester autre chose. Mais l'important, c'est d'essayer de lire ce qu'on peut mettre en place et après, on aurait pu proposer l'inverse. Là, dans le contexte de son mode de fonctionnement, elle trouvait plus facile d'avoir des protéines le midi. Donc, c'est pour ça que je lui ai proposé de rester calé là-dessus. OK. Quand elle prend des probiotiques, ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas indiqué, elle prend des probiotiques. Donc, comme elle prend déjà des probiotiques et diverses préparations, donc je lui ai conseillé de mettre en place d'abord l'alimentation pour commencer. Ensuite, 10 jours après, je lui ai conseillé d'arrêter ses probiotiques pour voir comment elle se sent. Parce que comme on l'a évoqué, les probiotiques ils peuvent être bien tolérés, mais au long cours, ce n'est pas toujours évident. Et sur un terrain sensible, en effet, ça peut entretenir le problème. Donc là, je lui ai conseillé de les arrêter pour voir comment ça se passe dans un premier temps pendant 10 jours avec l'alimentation, comment elle se sent soulagée. Ensuite, on fait une étape où on enlève les probiotiques. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça dégrade la situation? Comme ça, on a un point de repère pour savoir si c'est efficace ou pas chez elle. Et puis, elle prend aussi des préparations alcalines. Donc là, je lui ai conseillé à un moment donné de lever juste la préparation alcaline aussi sur la fin de la période. Donc, généralement, je fais des périodes sur à peu près un mois. En général, c'est à peu près ça. Donc, au bout de 20 jours, je lui ai dit d'enlever la préparation alcaline pour voir comment elle se sent également. Et en fonction de s'il y a des symptômes qui reviennent, qui ne reviennent pas, s'il y a des corrélations avec les arrêts, en effet, on pourra se dire, là, la préparation, ça vaut le coup de la remettre parce qu'elle vous réussit. Ou là, visiblement, ça ne change pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il y a besoin de rajouter un truc pour le moment? On va continuer, peut-être sans le produit. Donc, voilà, je vais poser dans un premier temps pour qu'elle puisse mettre des choses en place et qu'elle puisse surtout arriver à séquencer un peu les choses pour avoir du recul sur chacune des étapes, puisque là, il y avait plusieurs étapes proposées. Oui. Est-ce que, alors, sans tenir compte de la vie de la personne qui a peut-être un besoin de manger tous les soirs, est-ce que tu lui aurais recommandé un jeûne intermittent le soir? Alors, pas parce que là, il y a une transition qui est trop importante pour moi au niveau de mon état énergétique. Et je pense que si on la met en jeûne intermittent le soir tout de suite, en fait, la fatigue, la faiblesse qu'elle va ressentir le matin va être beaucoup plus importante. Et je pense qu'elle a besoin d'être rassurée par rapport à ces symptômes avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet où on va pousser un peu plus cette inversion énergétique. Mais dans l'absolu, en effet, c'est pertinent d'envisager un jeûne intermittent qui pourrait avoir lieu le soir parce qu'on va accélérer considérablement le travail nocturne. Parce que c'est vrai que si on met un féculent le soir ou qu'on ne met pas de féculent le soir et qu'on fait un jeûne intermittent, le processus va s'accélérer considérablement. Là, l'intérêt, c'est qu'en la mettant le matin avec soit des fruits, soit fruits plus yaourt, on reste sur un petit déjeuner qui est assez léger, qui n'est pas un jeûne intermittent, mais qui permet d'être sur quelque chose à digestion assez rapide, assez facile. Donc, on va mobiliser peu d'énergie. Normalement, sauf si le yaourt pose problème, en termes de tolérance, on va permettre d'avoir quelque chose qui passera assez bien, donc qui va maintenir quand même cette énergie au lieu de l'amener dans la digestion. On va avoir un peu d'énergie vers la digestion, mais on va continuer à conserver quand même une partie de cette énergie qui avant était mobilisée sur la digestion, on va la conserver à l'intérieur. Donc, on va commencer à faire ce travail en douceur et après, oui, on peut la faire basculer plus facilement au jeûne intermittent. Mais c'est une réflexion intéressante, en tout cas, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce cas, d'autres réflexions? Si peut-être par rapport à la ménopause, tu préconises quelque chose de particulier dans ce cas? Alors pour l'instant, donc oui, c'est vrai que je ne suis pas entré dans le détail de la ménopause, c'est très bien. Donc la ménopause, comme on peut le constater dans ce qu'elle explique, il y a l'apparition des bouffées de chaleur, ce qui lui a perturbé son sommeil. Mais l'apparition des bouffées de chaleur dans la ménopause, elles ne sont pas obligatoires. C'est fréquent, mais ce n'est pas obligatoire.
Et j'ai parlé des organes relais tout à l'heure, la peau qui intervenait en tant qu'organe relais. C'est important, c'est ce que j'ai fait aussi, mais c'est important de lui expliquer aussi qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a eu une vraie rupture il y a 3 ans avec sa ménopause. Une deuxième rupture, on va dire. C'est qu'en fait, la voie gynécologique s'est arrêtée par rapport à ce rythme hormonal. Et à ce moment-là, il peut toujours y avoir une élimination par les muqueuses, mais le travail d'élimination d'excrétion avec le sang, le travail de que va faire la muqueuse utérine, on ne l'a plus à proprement parler. Le corps va devoir gérer ce surplus d'un seul coup sans cette voie d'excrétion, donc il va devoir en trouver d'autres. Et autre, on peut envisager que les articulations, ça s'est peut-être détérioré avec parce qu'il y a cette saturation qui est devenue plus importante et que les sont apparus là parce que le corps, il fallait qu'il trouve une voie d'excrétion et c'était la voie la plus facile pour lui à ce moment-là à utiliser. Donc là, moi, dans un premier temps, avant d'envisager des produits pour la ménopause, on peut envisager des choses, mais avant d'envisager de mettre un produit éventuel, moi, j'aimerais bien voir en fait comment elle se sent. Est-ce qu'on voit des évolutions au niveau de ses bouffées de chaleur par rapport à ce qu'on a mis en place ou pas? Pas du tout. De toute façon, c'est normal parce qu'il y aura toujours une inertie entre la surcharge du corps et le fait que des voies d'excrétion relais vont continuer à travailler. Puisque les excrétions relais, ce sont des organes forts qui interviennent pour pallier à la que les autres organes ne peuvent pas prendre en charge. Donc, ça peut compliquer. Mais ce qu'on peut observer aussi, des fois, c'est qu'un organe relais, quand on a un allègement qui redevient assez significatif, des fois, l'organe relais, poum, ça redescend d'un coup. Ça ne veut pas dire que les bouffées de chaleur vont disparaître, mais peut-être qu'au lieu d'être réveillé 20 fois par nuit, peut-être que ce que 8 fois, ce qui est déjà beaucoup, mais ça va lui apporter un confort déjà conséquent. Et à ce moment-là, on pourra réfléchir, est-ce qu'on essaye quelque chose ou est-ce qu'on continue comme ça? Okay. Voilà. De cette manière-là, pour essayer justement de voir comment le corps réagit, de voir quelles capacités en fait, les capacités d'adaptation, les capacités d'homéostasie du corps sur le moment, parce qu'il y a des moments où on va voir que les gens sont tellement éprouvés que malheureusement, il va falloir les soutenir parce qu'ils ne peuvent plus. Et puis il y en a d'autres où on voit en fait que le corps il est vraiment acculé, mais qu'il a encore des ressources. Et donc, on va pouvoir peut-être restimuler tout ça. Donc voilà, pour la ménopause, moi, je verrai ça dans un second temps. Ok, merci. Encore une fois, un levier sur l'alimentation qui est conséquent. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre, en l'espace de quelques semaines, à du mouvement. On peut s'attendre à une évolution qui peut être quand même assez intéressante. Elle aurait déjà une alimentation qui serait très frugale et tout ça, je n'aurais pas le même discours. Mais là, on a vraiment un levier, je pense, sur l'alimentation qui est très conséquent. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses ou on passe à l'autre analyse? Est-ce qu'on aurait pu lui parler des jus de légumes? Alors oui, on pourrait. Moi, je ne l'ai pas spécialisé parce que je lui ai ramené des légumes sur tous les repas ou des fruits sur tous les repas. Mais on pourrait tout à fait conseiller de compléter l'alimentation avec des jus de légumes, d'avoir un verre ou 2 verres peut-être en plus dans la journée. Ça, c'est possible. On pourrait aussi, si elle se sent, de faire à la place d'un fruit, par exemple dans l'après-midi, en rentrant du travail, de faire un jus de légumes. C'est possible également. Là, ce n'est pas en complément de l'alimentation que j'ai proposé, mais à la place d'un repas. On peut tout à fait mettre ça, bien sûr. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Ça, là, je vous fais une proposition par rapport à la personne que j'ai en face de moi, bien évidemment. Mais il faut imaginer que quand vous êtes devant un cas comme ça et qu'il y a certaines inconnues que vous avez, vous pouvez toujours dire on peut mettre un jus de légumes à la place d'un repas ou le mettre en complément, puisque le but, c'est d'aller vers ce qui va soutenir l'organisme. Donc là, c'est tout à fait pertinent. Alors, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième, c'est encore une dame, Madame R. Elle me consulte avec des problèmes de digestion qu'elle a vraiment depuis 1 an. Donc ça, c'est assez récent. Elle a… Roxane, s'il te plaît, arrête avec le bruit. Un blocage fécal, elle emploie ce terme-là, avec de la constipation, mais la constipation, ce n'est pas une constipation permanente. C'est une constipation qui s'alterne avec de la diarrhée. Ses intestins, par contre, ont toujours été sensibles. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est problématique, qui est récent, mais c'est quelque chose qu'elle traîne depuis longtemps. Sensibilité au niveau de l'intestin.
Et là, en fait, le problème qu'elle ressent, c'est qu'en plus, elle a des douleurs au niveau des oreilles, de l'inflammation, mais globalement, elle a mal un peu partout. Ça s'installe un peu partout depuis un petit moment, les tendons, les nerfs, les muscles, là, même si je ne l'ai pas noté. Et en gros, elle craint d'avoir une fibromyalgie. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'elle me dépeint dans son approche immédiate. Et ce qu'elle m'explique après au niveau de son alimentation, donc le matin, elle va manger des biscottes avec de la margarine, Saint-Hubert pour ne pas citer la marque, et une infusion. Le midi, elle prend plutôt des viandes blanches, des féculents, ça peut être des pâtes, de la semoule, des pommes de terre, prend des légumes avec un peu de pain aussi. Elle continue souvent son repas avec un yaourt au soja. De temps en temps, elle prend du fromage et parfois une compote. Et le repas du soir, elle mange souvent une soupe de légumes et dans la soupe, il y a des pommes de terre. Voilà. Elle me dit avoir arrêté le lactose parce qu'elle y était sensible et elle me dit surtout qu'elle ballonne à chaque repas. Donc voilà un petit peu le tableau. À quoi ça vous fait penser? Déjà, pour les problèmes ORL, je vois tout ce qui est gluten, tout ce qui est céréales, il y a énormément de céréales. Bon, elle a arrêté le lactose. Mais en fait, c'est tout ce qui produit énormément de mucus dans le corps. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de légumes ni de fruits. Donc, elle se donne pas la possibilité de pouvoir nettoyer le corps. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a un gros levier aussi alimentaire sur cette dame. Tout à fait. Sur cette dame, il y a un gros levier alimentaire. Donc, ça manque de fruits et de légumes. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit aussi à l'écrit. C'est ce que tu viens de me dire. Donc, en effet, ça manque de fruits et de légumes. Il y a tout ce qui peut provoquer du mucus, favoriser le mucus. Donc, ça, c'est clair. On pourrait dire, comme il y a une forme un peu d'inflammation généralisée, les fruits et les légumes manquent, mais d'une manière générale, voilà, tout ce qui est antioxydant, tout ce qui préserve un peu le corps de l'inflammation, on pourrait peut-être penser aussi aux oméga 3. Voilà, il peut y avoir tout ce côté-là qui peut poser problème. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Par rapport à l'aspect ORL, en tout cas, c'est tout à fait pertinent. À quoi pensez-vous encore? C'est juste une question. Est-ce qu'elle est du genre déprimée ou psychologiquement, elle est comment? Alors, elle est déprimée parce qu'aujourd'hui, on va dire, elle est dans la souffrance au quotidien. Donc ça, oui, ça l'affecte beaucoup psychologiquement. Oui. Elle m'a dit qu'avant, ça allait, quand je lui ai parlé de ça, mais qu'aujourd'hui, en effet, elle était plus affectée par ce côté des douleurs et de comment elle se sent aujourd'hui. Alors, que pensez-vous un petit peu de la problématique digestive qu'elle peut avoir au niveau, au moins, constipation, diarrhée? Est-ce qu'on peut savoir ce qui a changé pour elle depuis 1 an? Est-ce qu'elle l'évoque? Est-ce que c'était le même régime alimentaire avant, par exemple? C'était le même régime alimentaire avant, donc il n'y avait pas eu de soucis au niveau. Elle a eu un gros changement de vie, pas juste il y a 1 an, c'est pour ça que quand vous m'avez posé la question au niveau psychologique, j'ai précisé par rapport à ses douleurs, mais elle a eu un gros changement de vie avec une séparation il y a 3 ans. Elle me dit que donc, ça a été difficile, mais qu'aujourd'hui, elle s'en est remise, mais qu'elle est plus en difficulté psychologique par rapport à ses douleurs actuellement. Mais en tout cas, il y a eu un événement en amont de cette détérioration qui a eu lieu il y a 1 an. Un problème de digestion émotionnelle. Il peut y avoir un problème de digestion émotionnelle. On peut envisager que même si émotionnellement aujourd'hui, elle a réussi à s'apaiser vis-à-vis de cela, on peut tout à fait envisager que ça l'a affectée pendant des mois et que comme ça l'a affectée pendant des mois, cette sensibilité qu'elle avait déjà au niveau de l'intestin, ça ne s'est pas arrangé parce que la digestion était peut-être de moins bonne qualité, que ce stress-là a peut-être eu des répercussions sur son alimentation, c'est-à-dire que même si elle mangeait à peu près pareil, peut-être qu'il y a des moments où elle mangeait plus, peut-être de manière compulsive. Donc ça aussi, on peut le suspecter. Et puis imaginez simplement que comme son intestin était sensible, avec la mauvaise digestion qui a pu s'installer avec ce stress intense, qu'il y a eu plus de toxiques, plus de substances indésirables qui ont passé la barrière intestinale
que le corps a dû gérer, que ça a pu créer ce fameux déséquilibre de flore intestinale dont on a parlé tout à l'heure, et que cette flore intestinale, elle va avoir une faculté d'adaptation, mais quand on passe, que ça bascule, quand on passe la capacité adaptative, d'un seul coup, on peut avoir une forme de rupture qui s'installe. Et donc là, ça peut être le cas, même si on n'est peut-être plus aujourd'hui dans l'aspect émotionnel, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Quand elle en parle, elle n'est pas prise à la gorge, donc on peut imaginer que c'est peut-être vrai. Mais toujours est-il que ça a pu l'amener dans le rouge pendant plusieurs mois et faire en sorte que cette situation a découlé sur ce problème digestif qui s'est installé par la suite. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a parlé des oreilles. Au niveau de cette sensation un peu de douleur un petit peu partout, tendons, nerfs, probablement, peut-être, on va dire, symptômes un peu de fibromyalgie. Que pouvez-vous me dire là-dessus? Mais du coup, elle est plutôt maigre. Enfin, Elle est plutôt mince, elle est plutôt maigre, oui, tout à fait. Donc, acidité dans le corps, tout à fait. On a de l'acidité qui est bien présente dans le corps. Ce que l'on va observer, c'est généralement, alors, au niveau des muscles, ce que l'on pourra observer quand on parle de fibromyalgie, c'est bien sûr, il peut y avoir l'encrassement à proprement parler, de ce qui arrive de l'extérieur, mais il peut y avoir de l'acide qui est dans le corps et qui s'accumule dans les tissus. Et donc, forcément, ça crée de la douleur au toucher ou même simplement à l'effort. Donc ça, c'est une chose qui est problématique. Donc ça peut être les muscles, ça peut être les tendons qui sont la fin des muscles où peut s'accumuler des toxiques. Quand on a des choses au niveau tendineux, on peut aussi envisager que le foie est saturé. Souvent, il y a un lien aussi avec les tendons et le foie. Donc on peut peut-être envisager que le foie, dans un cas comme celui-ci, est saturé. On nous parle aussi des nerfs. Les nerfs, le système nerveux, il est protégé par le foie. C'est le grand protecteur du système nerveux, c'est le foie. Donc là, également, on peut imaginer que le foie est saturé, qu'il n'arrive plus à remplir son rôle de protecteur. Et donc, qu'on va voir des toxines de plus en plus circuler. Et comme les toxines circulent, elles vont provoquer une irritation, elles vont provoquer un encrassement. Et donc, les cellules nerveuses sont plus sensibles à la douleur. Donc, ça va avec cette homéostasie qui est perturbée. Mais en tout cas, voilà, il y a cette irritabilité, on pourrait dire, des cellules nerveuses qui font que la sensibilité à la douleur, elle est devenue très importante et que la douleur est plus ou moins présente en permanence. Donc là, beaucoup d'acidité, bien sûr, mais un état de surmenage important du corps, de la fatigue, bien sûr, parce qu'il y a un état d'énervation. Pour en arriver là, il y a obligatoirement un état d'énervation. Et donc là, on va pouvoir après déjà un peu commencer à cerner le profil en effet de cette personne pour pouvoir essayer de lui proposer des choses. Alors, qu'est-ce que vous auriez en tête à lui proposer à cette personne? D'aller au soleil. J'ai trouvé quelque chose qui marchait plutôt bien si elle est équipée pour la constipation. C'était tout ce qui est jus, les jus à base d'épinards, carottes. J'ai remarqué que ça marchait bien sur tout ce qui était les intestins. On peut aller vers certains jus. C'est vrai qu'il y a des jus. D'une manière générale, les jus pourront être intéressants chez cette personne parce qu'elle est dans un tel état, je pense, d'acidité qu'il y a besoin d'avoir une recharge micronutritionnelle. Donc, les jus peuvent être tout à fait pertinents dans tous les cas. Mais après, on peut axer sur certains jus qui pourraient avoir un effet sur l'intestin. Ce qui est intéressant, quand on pense à son intestin, c'est qu'on a cette alternance un peu diarrhée-constipation. Donc, la constipation, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce manque d'énergie, le corps doit économiser de l'énergie, donc il va ralentir certaines fonctions. Et la constipation est une des fonctions, enfin le transit plutôt est une des fonctions qui peut se trouver rapidement ralentie. Après, on a cette alternance avec les diarrhées. Et là, ça nous montre quand même que le corps cherche à évacuer. La diarrhée n'arrive pas par hasard. Donc, il y a cette force, on va dire, quand même, qui est là, ce qui peut laisser penser que même si un état d'énervation pourra arriver jusque-là, l'intestin est probablement sensible, elle nous l'exprime elle-même, mais le corps a probablement encore de la force pour qu'il y ait ces diarrhées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, on peut envisager que
le corps, chez cette personne, a peut-être encore un potentiel de récupération assez présent, qui a encore de l'énergie et encore un instinct somatique qui réagit. Donc ça, c'est plutôt un indice intéressant quand on va mettre des choses en place, parce qu'on peut s'attendre à une évolution positive au niveau de cette personne en faisant quand même certaines choses, peut-être plus que dans le cas précédent, où la personne est en grosse surcharge, mais elle est peut-être plus affaiblie. Maintenant, comme il y a quand même des symptômes qui sont assez importants, que c'est récent, soit on peut revenir sur cet aspect émotionnel, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un aspect émotionnel qui peut amener à cette fibromyalgie ou amener à cette inflammation un peu généralisée. Donc, si c'est le cas, on peut toujours lui évoquer, on peut commencer à travailler sur l'alimentation et lui évoquer dans un second temps, mais ça, c'est une possibilité. Et puis, ensuite, c'est de savoir que même si c'est quelque chose qui s'est installé quand même assez récemment, on va dire sur une année, vu que c'est quand même assez généralisé, il va vraiment falloir que son corps récupère. Donc, il y a un potentiel, je pense, de récupération qui est intéressant parce qu'on a ces petits signes de réactivité du corps, mais il y a quand même un travail profond puisqu'on voit les symptômes qui sont quand même déjà assez généralisés. Donc, on est vraiment sur une toxémie qui a atteint les organes excréteurs, qui s'est vraiment étendue du corps. Et là, on pourrait proposer peut-être le jeûne, là, cette fois-ci, puisqu'il y a… Là, on pourrait proposer le jeûne. Alors, pas obligatoirement tout de suite. Peut-être à y aller rapidement. On peut aller en jeûne, mais avec une préparation douce. Sinon, là, moi, ce que je propose dans des situations, c'est toujours pour voir un petit peu la réactivité du corps, si la personne, elle n'est pas encore prête à se lancer dans un jeûne. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir avec un profil comme ça, ils me disent, j'ai envie de jeûner, j'aimerais jeûner, je m'y intéresse. Donc là, on peut vraiment commencer à partir dessus et y travailler. Si la personne n'est pas encore prête, souvent, ce que je fais, c'est que je lui propose d'essayer de soulager la digestion, d'améliorer ce qui va se passer au niveau digestif. Donc, ça peut être le choix des aliments. On peut parler des céréales qui posent problème et donc d'aller plus vers des légumes féculents, par exemple, pommes de terre, des patates douces qui seront plus alcalines alors que les céréales seront plus acidifiantes. Ça peut être pour le repas du soir de faire le test si elle fait soupe de légumes sans pommes de terre, est-ce que ça passe mieux ? De faire peut-être des légumes avec pommes de terre sans faire une soupe pour voir si ça passe mieux. Si tel est le cas, c'est peut-être que quand elle prend sa soupe, elle la boit au lieu de la manger. Et donc, il n'y a pas d'insalivation, il n'y a pas de digestion qui va se faire ou très peu sur l'aspect de la pomme de terre. Donc, il peut y avoir ce côté-là. Donc, d'essayer de corriger les petites choses à ce niveau-là. Donc, de réintégrer, bien sûr, plus de fruits, plus de légumes, des jus éventuellement. Et puis, de l'amener à découvrir un peu des cures dans un premier temps pour commencer à se faire la main, commencer à se familiariser avec l'allègement digestif. Et donc, là, on peut aller vers des cures. Donc, il y a plusieurs cures. Moi, souvent, ce que je conseille comme cure, les deux que je conseille pour que ce soit le plus facile à envisager pour une personne qui n'est pas trop prête, c'est de partir sur une cure, par exemple, sans graines. Cure sans graines, on vire tout ce qui est grain. Donc, les céréales, les apparentés comme le sarrasin, les légumes secs, les fruits à coque. Déjà, on enlève les aliments qui sont très concentrés, très lourds et longs à digérer. Et puis, on peut pousser le curseur un peu plus loin, c'est d'aller après soit vers une cure alcaline ou une cure sans féculents. Cure sans féculents, pour moi, c'est un peu moins intéressant que la cure alcaline parce qu'il y a un peu plus l'acidité des protéines. Mais on a quand même un allègement par rapport au travail digestif lié à la digestion des féculents. Surtout intéressant quand il y a pas mal de ballonnements. Si la personne est très incommodée par les glucides, on peut faire ce genre de cure. Et puis, sinon, cure alcaline, donc on enlève donc les graines plus les aliments riches en protéines, concentrés en protéines. Et c'est vrai que là, on réduit les sollicitations digestives et métaboliques. Et on peut avoir ce travail de drainage qui se met en route plus rapidement. Et en fonction de comment la personne réagit, on peut faire des petites cures sur 3-4 jours, une semaine. Et selon comment elle réagit, si elle se sent faible, s'il y a trop de symptômes, etc., on essaye de voir comment ça se passe, de la rassurer, de lui expliquer comment ça risque de se passer. Et puis, si ça se passe bien, on refait la cure, ou on pousse le curseur un peu plus loin. Et là, on peut commencer à rentrer après dans un travail qui l'amène au jeûne. Entre deux cures, tu mets un espace-temps de combien à peu près ? Durée de la cure, mais souvent, je conseille, si on fait 3-4 jours, ça peut être 2 à 3 semaines. Si on fait une semaine, ça peut être un mois. Souvent, quand je propose d'allègement, je dis 6 à 8 jours d'allègement sur le mois, ça crée déjà une bonne dynamique parce qu'on est sur un allègement de 1 jour sur 4, 1 jour sur 5, ce qui est quand même déjà assez intéressant en termes d'entretien global.
Voilà. Mais en effet, le jeûne est plus abordable pour cette personne que pour le cas précédent. Donc ça, c'est une bonne réflexion. C'est bien de l'avoir remarqué. Alors, est-ce que vous avez d'autres réflexions par rapport à cette situation, par rapport au cas de cette personne? Peut-être plus une question par rapport aux deux cas. C'est quand on est sur des personnes comme ça où il y a pas mal de leviers à activer, est-ce que tu leur présentes étape par étape ou est-ce que tu vas étape par étape et tu leur indiques le grand final, entre guillemets, pour comment on fait pour, voilà, pour graduer, pour… Moi, c'est ça mon inquiétude, c'est quand il y a autant de travail, ça peut faire très très peur à la personne. Comment on fait? De vos évaluations pour être en capacité d'analyser un cas, de pouvoir dire, bah là, on peut faire ça, 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 la situation, elle s'explique. Parce qu'on voit ça, il y a des relais d'excrétion, il y a la toxémie, tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, en effet, si on est en situation concrète comme ça, où il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, ça veut dire que si vous donnez tout à faire en même temps, la personne, elle va être perdue, elle ne pourra pas le faire. Donc, il va falloir y aller, en effet, par étapes. Comme je l'explique, là, si j'ai une personne, comme dans ce deuxième cas, qui vient me voir en me disant qu'elle s'intéresse aux jeûnes, elle commence à s'intéresser aux jeûnes, la monodiète, des trucs comme ça, on voit qu'un cas comme celui-ci, on peut déjà plus facilement l'envisager. Donc, en effet, une personne qui serait là-dessus, on pourrait lui dire, bah, on fait un premier test en se mettant peut-être en monodiète pendant 4 jours et puis on voit comment ça se passe. Et puis, s'il y a des symptômes ou pas, on peut se dire, bah, là, c'est peut-être un peu trop fort, on va calmer un peu le jeu, on reste là-dessus et puis on verra plus tard. Par contre, si une personne n'est pas prête, on va y aller par étapes. Donc, moi, souvent, ce que je fais, pour expliquer la base, pour que ce soit simple, c'est j'explique la base digestive. Je leur dis, vous avez des problèmes digestifs, il y a des choses sur la digestion qui vont passer, d'autres choses qui passeront beaucoup moins bien. On a tous des capacités digestives différentes. Il y a des gens qui sont très robustes et qui vont supporter un peu tout, d'autres qui sont en plus grande difficulté, qui vont fermenter pour un oui, pour un non. Donc, à savoir que plus c'est sensible, plus il va falloir respecter des combinaisons alimentaires favorables. Plus il va falloir simplifier l'alimentation parce que des fois, même avec 2, 3 aliments différents, ça peut être compliqué, même en ayant déjà des combinaisons alimentaires favorables. Donc, selon le type de profil, je vais déjà leur expliquer ça. Donc, j'explique les grandes lignes des combinaisons alimentaires, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, le sucré en fin de repas, l'acidité avec les féculents et protéines féculents. Après, on peut aller dans le détail, affiner certaines choses, mais déjà, quand on a ces 3 éléments, on a déjà un regard assez global, on va dire, des choses les plus problématiques sur les mélanges alimentaires. Et ensuite, ce que je fais, je regarde le profil de la personne, l'échange qu'on a eu par rapport à son mode de fonctionnement, les repas qu'elle fait, et je vais lui proposer d'organiser son alimentation d'une certaine manière. Donc, des fois, les choses sont très lisibles, et donc, dans la manière dont elle l'explique, et donc, on va essayer de proposer une forme d'organisation qui va correspondre. Puis, des fois, c'est moins lisible, alors il va falloir poser des questions, demander si… elle a faim le matin, est-ce qu'elle mange avec appétit ou est-ce qu'elle se force à manger ou est-ce que c'est juste un automatisme? Si c'est juste un automatisme que la personne n'a pas très faim, on peut faire un jeûne intermittent. On peut mettre un repas très frugal le matin. Si par contre la personne elle a vraiment envie de manger le matin, c'est presque indispensable pour elle, mais qu'elle pourrait faire un repas très léger le midi ou le soir, on module tout ça. Donc l'idée, c'est de poser une base pour partir sur un axe de travail, pour ne pas partir dans tous les sens. On part sur un axe de travail, l'axe principal. Donc là, dans les 2 cas qu'on a vus, l'axe alimentaire, il est très important, donc on va partir là-dessus. Mais on peut bien sûr mettre des petites touches qui seront complémentaires à ce travail-là pour dire, voilà, on peut travailler sur la respiration, on peut travailler sur le stress de telle manière. Et en lui expliquant, le but, ce n'est pas de tout faire parfait, mais ça peut vous donner un petit levier complémentaire pour accélérer la récupération. Et quand vous faites une seconde séance avec la personne, l'intérêt, c'est que vous allez avoir un retour d'expérience. Elle va vous expliquer comment ça s'est passé. Elle va vous expliquer au niveau alimentaire si elle l'a bien vécu ou si c'était difficile. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire ou ne pas faire. Il y a des personnes qui partent et font super bien, d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal. Il y a des personnes qui vont très bien arriver à se passer de dessert, mais le petit bout de pain qui revient à chaque repas, ça va être plus compliqué, par exemple. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Donc, comme vous ne pouvez pas tout cerner, tous les détails, il faut partir sur un axe de travail principal en exposant ce que vous allez essayer de mettre en place.
donner éventuellement quelques conseils complémentaires. On peut dire, bah, tiens, il y a trop de café, on essaie de réduire le café, on essaie de faire ça. Et en parlant de ces petits détails complémentaires. Et ensuite, quand on a vu déjà la base alimentaire, qu'on a vu comment la personne a accroché dessus, là, on peut plus approfondir sur d'autres aspects. Voilà. Donc, toujours, on va aller par étapes parce que si on donne… C'est pas si on donne tout, parce que des informations, on peut en donner, mais en tout cas, les conseils que vous allez donner doivent toujours être assez segmentés parce que sinon, pour la plupart des gens, ça va faire trop d'un coup. Donc là, je ne vous ai pas présenté, mais on pourrait avoir des cas où la problématique, là, je vais vous parler d'un troisième cas que je ne vous ai pas noté, mais je pourrais vous l'écrire si vous voulez comme ça. C'était une personne, là ce sont que des cas très récents, c'est des cas que j'ai eu il y a 2-3 jours, hein, c'est des cas très récents. Une personne qui vient initialement pour des problèmes de peau. Elle a des problèmes de peau et manque de fer. Ça, c'est les deux choses qui lui posent problème. Manque de fer, ça fait une dizaine d'années qu'elle est concernée. Elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Depuis l'enfance, elle a des problèmes de peau, dermatite, atopique, eczéma. On lui a signalé qu'elle avait parfois mauvaise haleine. Elle a quand même beaucoup de fatigue, elle ressent beaucoup de fatigue. Et en creusant, en discutant un petit peu, donc je lui ai posé la question s'il y avait eu des événements dans sa vie qui avaient pu peut-être créer quelque chose il y a une dizaine d'années, comme ça. Elle me dit pas forcément. Par contre, un déménagement a bloqué son cycle menstruel. Enfin, pas un déménagement, mais à la suite d'un déménagement, elle a eu son cycle menstruel qui s'est arrêté pendant 9 mois. Donc là, on peut déjà imaginer que cette personne a un profil quand même déjà porté sur le facteur émotionnel qui est assez fort. Donc là, bien sûr, on va pouvoir travailler sur l'alimentation. Hein. Cette personne, je vous mettrai, si vous voulez, le détail un peu de l'alimentation. Mais cette personne, il y a des choses qu'on a pu faire sur l'alimentation, un petit peu sur le quotidien, sur des cures qu'on peut mettre en place, mais il y a probablement un axe émotionnel sur lequel il va falloir travailler. Donc ça, c'est important, même si on ne met pas en place tout de suite, important de lui évoquer qu'il y a probablement des choses qui sont liées à l'état émotionnel et sur lesquelles il va falloir creuser. Et après, libre à vous de creuser tout de suite si la personne est plutôt disposée à le faire, à recevoir ces informations, ou alors de commencer à déblayer l'alimentation et d'aborder plus le facteur émotionnel dans un second temps. Voilà. Donc, le but, c'est que vous vous sentiez suffisamment à l'aise avec ce que vous abordez pour pouvoir l'expliquer correctement à la personne, qu'elle comprenne ce que vous voulez lui faire passer comme information, que vous puissiez lui expliquer un peu clairement comment elle va pouvoir s'organiser. Alors, des fois, les personnes sont organisées. Moi, j'ai des cas de gens qui vont me dire bah, moi, je n'ai pas de structure alimentaire très posée. C'est-à-dire que bah, ça peut être le midi, des fois, je vais manger des féculents, un autre moment, je ne vais pas en manger. Donc, là, dans ce cas-là, on peut l'aider à essayer de s'organiser, mais si la personne elle est comme ça, des fois, ça va la stresser plus qu'autre chose de dire le midi, c'est féculent, le soir, c'est protéines, ou c'est l'inverse. Donc là, c'est plus de l'amener à dire, OK, vous êtes souple, on peut rester souple, mais c'est à vous d'arriver après à être cohérent dans votre journée. C'est-à-dire que si vous mangez, je ne sais pas, du pain le matin, on ne va peut-être pas remettre du riz le midi et des pâtes le soir. On va organiser les choses pour que ça reste cohérent. Donc, vous lui expliquez comment on va être cohérent, de dire on va essayer de garder peut-être un repas frugal dans la journée si on met des fruits ou si on fait une assiette avec que des légumes, de dire que si on a mangé des protéines sur un repas, on ne va peut-être pas remettre des protéines sur le repas suivant, on va plutôt aller sur des féculents. Voilà, d'arriver à faire passer le message pour que la personne elle puisse avoir les informations clés pour qu'elle puisse quand même fonctionner. Puis il y a des gens qui ont besoin d'être très guidés, très carrés. Donc là, vous pouvez lui proposer une structure alimentaire, même un exemple sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, si vous le souhaitez. Donc ça, après, c'est aussi c'est le feeling que vous allez avoir par rapport à l'interaction que vous aurez en direct avec la personne qui aura en face de vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, observations sur les cas qu'on a pu voir ou réflexions sur l'accompagnement en général? Bah, moi, sur le deuxième cas, je pensais plutôt partir sur du renforcement du système nerveux, plutôt oméga, minéraux, vitamine B, et bouillotte, massage, bain chaud, plutôt ce genre de choses que de détox. Je plutôt partir sur du renforcement avant de modifier l'alimentation trop, quoi.
être intéressante. Comme je le disais, on est sur un profil où, en effet, on peut probablement aller plus facilement vers un jeûne, mais il n'y a rien qui presse pour aller vers un jeûne. Comme je l'ai dit, on va y aller sûrement progressivement. Donc, on peut travailler sur l'aspect nutritionnel. On en a parlé au début par rapport à l'acidité, mais par certains micronutriments, d'oméga 3. Donc, oui, c'est une réflexion tout à fait pertinente de pouvoir approfondir aussi cet aspect alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, on fait une analyse de cas de manière collégiale où chacun pense à un truc et vous remarquez que personne pense à tout. Parce qu'il y a un moment, vous êtes focalisé sur un truc ou focalisé sur autre chose. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir le regard le plus large possible, mais vous ne pourrez pas forcément penser à tout. Donc, rassurez-vous par rapport à ça, mais c'est une chose qui est tout à fait pertinente d'aller sur le côté micronutritionnel, de soutenir le système nerveux qui a probablement été bien malmené par rapport au stress, par rapport à l'encrassement, etc. Donc, on peut avoir ce côté-là. Tout à fait, c'est très pertinent. Moi, c'est l'aspect détox sur lequel je pars en parlant de petites cures. Dans ce cas-là, plus que de partir sur un jeûne, c'est plus aussi de soulager le foie, parce que le foie va être le protecteur du système nerveux. Donc, en soulageant un peu le foie va pouvoir supporter un peu plus aussi le quotidien. Et de par ce fait-là, on va soutenir déjà le système nerveux, on va le protéger plus efficacement. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir un travail nutritionnel spécifique axé sur le système nerveux. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations? Si peut-être, quand tu fais un bilan, tu fais un suivi, combien de temps à peu près derrière? C'est en fonction des cas, j'imagine. Très variable. J'ai des personnes qui viennent me voir une fois parce qu'elles font un bilan avec moi et c'est tout. Il y a des personnes qui, des fois, te disent qu'elles reviennent, mais qui ne reviennent pas, malheureusement, parce qu'elles n'ont pas envie de revenir ou ça ne leur a pas plu ou n'importe. Mais en tout cas, voilà. Après, la plupart du temps, je vois les gens 2-3 fois parce qu'ils viennent une fois, on refait un bilan, on se revoit encore une fois, puis après, il y a des choses où ils gagnent en autonomie. Après, il y a des situations, soit parce que les gens ont besoin d'être plus accompagnés, soit tout simplement parce que les situations sont plus complexes. Et là, on va avoir un suivi sur 6 mois, 1 an, plus. Donc, très souvent, j'ai un accompagnement qui, au début, est assez étroit, on va dire. Ça va être entre 3 et 5 semaines le plus souvent pour refaire un deuxième point. Ensuite, on peut garder à peu près ce rythme-là, encore 1 ou 2 séances si selon comment la personne se sent à l'aise. Des fois, on espace un peu plus. Mais c'est vrai que généralement, quand la personne commence à gagner en autonomie, souvent, ce que je lui conseille, soit elle veut continuer à garder un rythme pour avoir une forme un peu de coaching régulier, rester dans la motivation. Et donc là, on peut rester sur ces délais, à peu près d'1 mois. Et puis après, j'ai des personnes où ça va être tous les 3 mois, par exemple, ou 3 ou 4 mois. Et donc, on fait un petit point comme ça pour voir comment ça s'est passé depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui pourrait être à réajuster pour maintenir le corps en équilibre. Il y a peut-être des petites questions sur certaines choses que les personnes ont rencontrées depuis la dernière fois. Donc, voilà, ça va être très différent selon les profils, selon la demande de la personne. Mais le plus souvent, c'est vrai que c'est 2-3 séances. Est-ce qu'au niveau des notions pour l'analyse un petit peu d'un cas, est-ce que ce sont des choses qui sont assez claires par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? J'ai pris volontairement des cas où il y avait pas mal de choses pour que vous puissiez justement essayer d'avoir un regard sur différents points, sur différents axes. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont assez claires ou est-ce qu'il y a des points qui, pour vous, sont encore un petit peu délicats? Non? Ça va? Bon, ça va, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Alors c'est bon, c'est bon. C'est parfait. Bon, très bien. Donc, moi, au niveau de l'examen, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir une partie QCM. Donc, la partie QCM, c'est pour que vous ayez vraiment la notion d'avoir intégré les connaissances, d'avoir compris peut-être certaines subtilités, parce que je ne mets pas des énormes pièges, mais dans les QCM, concrètement, les QCM, un QCM, il y a 5 questions dedans. Si tout est bon, il y a 1 point. Si il y a une erreur, il y a, je ne sais plus pour celui de l'hygiénisme, je crois que c'était 0
Non, ça, c'était sur la détox. Je crois que c'est 1, 0,5 et 0 que j'avais fait. Donc, s'il y a une erreur, c'est 0,5. S'il y a 2 erreurs, c'est 0. Il y a de temps en temps des petits pièges, des petites subtilités. Mais globalement, si vous avez compris les notions du cours, l'énergie, avec l'état d'énervation, la toxémie, le seuil de tolérance, les combinaisons alimentaires, ce qui va se passer avec la notion d'homéostasie, comment ça s'appelle, Hormèse. ouais, voilà, merci. De l'hormèse, tout à fait. Le fonctionnement énergétique avec l'inversion énergétique, un petit peu la compréhension de qu'est-ce qu'on fait pendant le jeûne, qu'est-ce que représente le jeûne. Si vous avez compris un peu ces notions-là, vu qu'après, tout découle de l'état énergétique, tout ce qu'on fait comme conseil, vous l'avez compris, ça découle de l'état énergétique, de la capacité de la personne à faire face à son environnement. Donc après, en fait, vous êtes capable d'analyser et de jongler. Donc, il y aura une partie QCM, il y aura une petite partie plus pratique, un peu comme ce qu'on vient de faire ce soir, où le but, c'est de pouvoir après faire cette synthèse d'informations pour que vous puissiez justement dire, voilà, moi, cette situation, elle me fait penser à ça, je trouve qu'il y a tel point, je proposerai telle chose pour accompagner. Et après, ben voilà, et comme je vous l'ai dit, chaque personne aura sa sensibilité par rapport à l'accompagnement. Certaines personnes vont penser à l'aspect stress émotionnel, d'autres peut-être pas, d'autres vont aller peut-être plus sur l'aspect micronutritionnel de tel aspect ou de tel aspect. Donc, ça, il ne faut pas vous dire que c'est bien ou pas bien. Moi, ce que je veux voir dans l'analyse, en fait, c'est d'arriver à faire ressortir une forme de cohérence. C'est-à-dire que l'analyse, ce n'est pas ressortir votre cours. L'analyse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va avoir devant nous, c'est une personne, et cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'elle avance? Est-ce qu'on va lui proposer des choses sur plusieurs étapes? Est-ce que là, vu la situation, on peut aller plus rapidement vers un jeûne? Donc, on travaille l'alimentation, puis on va préparer peut-être un jeûne rapidement. Voilà, qu'il y ait une forme de cohérence dans vos propos et qu'il y ait un fil conducteur, en fait. C'est ça qui est important. C'est ce fameux fil conducteur qui maintient cette cohérence dans tout ce que vous allez faire. Voilà, en gros, moi, mon but, rassurez-vous pour le côté de l'analyse, je ne vais pas vous dire il n'y a pas tel élément ou tel élément, donc c'est moins un point. Maintenant, si je trouve qu'il y a un élément qui est très pertinent, qui n'a pas été abordé, ben, je vais vous le mettre et je vais vous dire, voilà, on aurait pu aborder tel point parce que voilà, ça peut vraiment apporter un plus qui est vraiment nécessaire. Mais après, voilà, c'est vraiment cette cohérence d'ensemble qui va faire qu'on aura plutôt une note globale plutôt haute, plutôt basse, qu'il y a des manques, vraiment des trous au milieu. Voilà, donc je ne recherche pas à avoir uniquement des mots-clés ou spécifiquement des mots-clés. C'est cette cohérence, moi, qui m'intéresse. Donc voilà, bah, écoutez, si c'est tout bon pour vous, bah, je pense que vous êtes prête pour finir au moins sur cette partie sur les bases de l'hygiénisme. Je pense que voilà, je vous ai fait passer en tout cas moi les éléments qui me semblaient vraiment les plus importants qu'on a creusés sur les webinaires pour que vous ayez bien ces notions-là. Donc de toute façon, vous pouvez revoir les vidéos sans problème. Je vous enverrai le lien, comme j'avais fait la dernière fois, Zoom, comme ça vous pourrez la revoir, y avoir accès rapidement avant que ce soit en ligne sur le YouTube de Vitali, parce que des fois, il peut s'étaler un jour ou deux le temps que ce soit en ligne directement. Donc au moins comme ça, vous pourrez le revoir rapidement. Et puis normalement, avec tout ça, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Merci beaucoup, Raphaël. Et c'est parfait. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Merci, belle soirée. Merci. Pour vos Merci. Bonne nuit, tout le monde. Merci.